Bonjour à toutes et à tous. Ce cours de géopolitique de l'Arctique s'inscrit en fait dans une série d'études de cas de géopolitique. Et donc celle-ci en fait est censée être la dernière et porte sur les questions en Arctique. Et pour, commencer, juste je voulais donner les sources principales que j'avais utilisées pour construire ce cours. Il y en a quelques-unes en plus qui peuvent apparaître au fur et à mesure, mais je me suis notamment appuyée, voilà, sur ces quelques sources, que j'ai essayé de choisir les plus récentes possibles pour avoir, des enjeux, on va dire, contemporains. Pour commencer, il s'agit donc de définir un peu, ce qu'est l'Arctique, hein, qu'est-ce qu'on entend par l'Arctique? Traditionnellement, on peut la définir de 2 manières. D'une première manière, c'est de dire que c'est l'ensemble des régions qui sont situées au nord, du cercle arctique, donc en termes de latitude. Mais on peut aussi avoir une, définition qui va être liée, en fait, aux températures, une définition climatique et dans ce cas-là, on peut parler des régions arctiques comme les régions situées au nord, de la courbe isotherme, hein, donc c'est la limite de température qui correspond à 10 degrés en moyenne au mois de juillet. Sur cette carte, vous avez le cercle, polaire qui est indiqué en bleu et vous avez la courbe isotherme qui est indiquée en rouge, hein, donc c'est pas ça recouvre pas tout à fait les mêmes espaces. Dans tous les cas, l'Arctique va inclure, bah, l'océan Arctique, mais aussi en termes d'États, hein, vous allez avoir alors, bah, le Groenland qui dépend du Danemark. Vous allez avoir aussi une partie plus ou moins importante, des États-Unis, du Canada, de l'Islande, de la Norvège, de la Suède, de la Finlande et de la Russie. Voilà, ça c'est les différents États, riverains de l'Arctique. Et juste un petit point, en termes d'occupation humaine, c'est un des espaces les moins densément peuplés au monde. Pour vous donner un exemple, le Groenland, la densité du Groenland, c'est de 0,03 habitants au kilomètre carré, hein, donc c'est parmi les densités les plus faibles au monde. L'Alaska, on est, à 0,4 habitants au kilomètre carré et que ça soit la Sibérie ou le Canada, on est entre 3 et 4 habitants au kilomètre carré. Donc on est sur des espaces très peu peuplés. Et selon, en fait, la définition qu'on retient, hein, si on prend le cercle polaire ou l'isotherme, il y a une variation, du nombre d'habitants entre 2 et 4 millions d'habitants, heu et la plus grande partie de ces habitants, vivent dans des villes petites et moyennes et on a parmi ces habitants des populations autochtones, hein, dont on reparlera après. Donc voilà pour vraiment le cadrage, hein, de l'espace dont on va parler. Ensuite, la question, c'est les enjeux. Pourquoi on parle de l'article sur un cours de géopolitique? Bah, en fait, c'est parce qu'il y a beaucoup d'enjeux, qui se croisent. Vous allez avoir des enjeux qui sont juridiques. Les enjeux juridiques, qui vont relever, bah, notamment de tout ce qui est revendication territoriale, mais aussi, bah, la question du droit des populations autochtones. Vous avez aussi des enjeux économiques, que ça soit lié à la pêche, aux matières premières, hein, donc par exemple aux hydrocarbures, aux minerais, mais aussi la question du développement économique de ces espaces qui sont très peu peuplés et assez hostiles en termes de conditions de vie, la question du statut des routes maritimes, hein, et des enjeux commerciaux. Et puis, vous avez bien sûr des enjeux environnementaux qui sont très importants, que ça soit en termes, bah, d'impact du réchauffement climatique, des enjeux des pollutions potentielles, des risques, de la perte de biodiversité. Et puis vous avez des enjeux, on va dire, stratégiques, que ça soit le contrôle des détroits, que ça soit la question du rapport de force entre les États, d'une militarisation ou une remilitarisation de cet espace. Et enfin, vous avez des enjeux politiques, la question de souveraineté des territoires, de contrôle des espaces, de gouvernance régionale, hein, qui prend des décisions pour cet espace. Donc on voit qu'il y a des enjeux qui sont nombreux et donc l'Arctique, hein, c'est pas un espace qui est marginal, hein, c'est un espace au contraire où il y a de nombreuses, interactions et notamment de nombreuses coopérations entre les grandes puissances, hein. Parfois ça peut être lieu de confrontation, mais en majorité c'est un lieu de coopération entre des États, entre, bah, des organisations supranationales, hein, que ça peut être, l'Union européenne, l'OTAN ou, des forums, le Conseil de l'Arctique. Et puis vous avez aussi des acteurs non étatiques, hein, que ça soit les représentants des populations autochtones, des entreprises, hein, qui jouent un rôle important ou alors encore des ONG de protection de l'environnement. Et donc tous ces enjeux, tous ces acteurs, hein, ça explique l'intérêt renouvelé, hein, qu'a cette région, et cet intérêt renouvelé, il vient de la part, bah, des États, des entreprises, mais aussi du public et des médias, qui a pu pas mal parler des enjeux en Arctique. Donc
moi, ce que je vais présenter, hein, je vais faire, 3 vidéos pour pas que ce soit trop long. Hem, on va déjà regarder un petit peu le contexte. Alors le contexte n'est pas, directement géopolitique, mais il est essentiel pour comprendre les enjeux géopolitiques qui se déroulent ensuite et notamment, la question de l'impact des changements climatiques et des ressources. Ensuite, on va s'intéresser aux revendications territoriales, hein, qui sont, profondément, des enjeux géopolitiques et ensuite on va s'intéresser à une remilitarisation de l'Arctique qui est à nuancer, la question de militaire et enfin la question de la gouvernance et de la coopération, hein, comment les acteurs, prennent des décisions ensemble, dans cet espace. Et donc pour commencer, on va s'intéresser au contexte, hein, un contexte long, mais qui je pense être essentiel, hein, pour comprendre, tout ce qui se passe. Une région qui est convoitée pour ses ressources, mais qui est menacée par les changements climatiques avec d'abord, le point sur l'impact majeur des changements climatiques sur cette région et on va faire ça en 3 petites parties, hein. D'abord la question du réchauffement climatique et comme conséquence, la fonte de la banquise. Il faut avoir en tête que, on est dans un contexte de réchauffement climatique, hein, à l'échelle de la planète, mais, ce réchauffement climatique est variable selon, les années, hein. Vous avez la courbe en haut à gauche, où vous voyez que, bah, il y a des pics, plus ou moins forts, hein, et la courbe noire, en fait, est lissée, hein, pour montrer la on va dire la forme générale, mais vous avez des moments où le réchauffement est plus fort que d'autres. Mais vous avez aussi une variabilité en fonction des lieux. Et là, je vous ai mis le lien d'une vidéo, qui permet de s'en rendre compte, hein. Mais si j'ai pris cette capture d'écran, c'est qu'on voit très bien qu'une des zones où le réchauffement, l'impact est le plus fort, en fait, c'est justement, dans la zone arctique, qui est beaucoup plus touchée, que la moyenne, en fait, de la planète. Et donc ça s'explique par la diminution de l'albédo. L'albédo, en fait, c'est, en gros, c'est la partie, de la lumière, qu'un objet réfléchit. Donc c'est l'effet de réflexion et donc l'albédo est très élevé pour de la neige ou de la glace, hein, c'est blanc, il y a un fort effet de réfléchissement et donc ils absorbent assez peu la lumière du soleil, hein, le blanc absorbe peu la lumière du soleil et donc la neige, la glace, ça va demeurer froid. Mais on est dans un contexte où, la banquise, fond de plus en plus en été, de plus en plus longtemps et donc vous avez en dessous de la banquise, hein, en Arctique, vous avez, bah, la mer. La mer, pour le coup, c'est beaucoup plus foncé que la neige et en fait, donc ces surfaces sombres que sont la mer, absorbent davantage, en fait, l'énergie solaire et ça va contribuer à une fonte accélérée, enfin à un réchauffement, en fait, accéléré de cette zone-là, puisqu'il y a moins de réfléchissement et donc on va parler d'amplification arctique, hein, c'est le nom de ce phénomène et ça explique que, la région arctique s'est réchauffée en moyenne 2 fois plus vite, que, l'ensemble de la planète. Donc à cause de la diminution de l'albédo. Donc en fait, c'est un cercle vicieux, puisqu'il fait plus chaud, il y a moins de neige, comme il y a moins de neige, il fait plus chaud, donc il y a moins de neige et cetera et cetera. Faut avoir en tête que, l'Arctique, donc c'est un espace, enfin, c'est un océan arctique, hein, donc il y a pas de terre en dessous, hein, il y a pas de surface terrestre, c'est juste un espace, recouvert par la banquise, donc par la glace, sur, bah, une glace permanente, hein, théoriquement et qui se rétrécit fortement. Là, vous avez une comparaison de 2 reconstitutions, hein, où vous voyez en 1984 et en 2016 au même mois, la différence d'extension de la banquise et bah, par exemple, pour vous donner un ordre d'idée en termes de chiffrés, entre 2000 et 2020, on constate une réduction de la banquise qui est d'environ 45 de la taille de la banquise en été. L'écart est un peu moins fort en hiver, elle se reconstitue en partie en hiver, autour de 16 mais voilà, en été, vous avez 45 entre 2000 et 2020 de perte de taille de la banquise. Donc c'est une forte diminution de la banquise qui a des conséquences, on l'a vu sur l'albédo, mais ça a aussi des conséquences, fortes, hein, sur les écosystèmes, sur la biodiversité et bien sûr sur les sociétés humaines. Vous avez par exemple, on va parler d'une espèce, porte-étendard, c'est-à-dire, qui est très médiatisée, c'est le cas de l'ours polaire, qui est effectivement, bah, menacé, hein, par la diminution de la banquise, mais vous avez aussi évidemment d'autres espèces qui sont menacées et on constate, hein,
une migration, vers le nord des espèces végétales et animales, pour rester sur un niveau climatique équivalent. Donc voilà, il y a des modifications, environnementales, mais ça a aussi des conséquences sur les activités humaines. Et là, pour le coup, bah, elles peuvent être positives ou négatives, mais elles peuvent être positives. Par exemple, on constate une meilleure accessibilité, des espaces libérés, en fait, de la banquise, et c'est justement un des enjeux qui se retrouvent, en Arctique. C'est la question, que la fonte des glaces permet, de manière plus facile, le passage des navires de commerce, sur une plus longue période. Or, le passage de ces navires de commerce par les 2 routes potentielles, qui seraient libérées par la fonte des glaces plus longue, c'est ce qu'on appelle le passage par le nord-est ou le passage par le nord-est, qui longerait respectivement le Canada et la Russie, et ça permettrait en fait, de faire gagner du temps, pour, certains trajets en bateau, hein, puisque vous avez 80 du commerce mondial qui est maritime, et dont la majeure partie passe par le canal de Suez et le canal de Panama. Ça permettrait en fait pour, certains trajets de gagner du temps, de pouvoir passer par ces 2 routes maritimes. Donc il y a un intérêt économique qui pourrait, concerner en fait une part croissante du commerce mondial, qui pourrait utiliser ces voies, maritimes du nord et du nord-est. Alors, c'est un intérêt à moyen terme, hein, commercial. Il faut avoir en tête que alors déjà, c'est inégal entre celle du nord-ouest et celle du nord-est. Celle du nord-est qui longe la Russie et on va dire est plus praticable, puisque, elle est déjà, libre de glace pour une certaine portion toute l'année, ce qui est pas le cas de l'autre, hein, pour les questions de courant froid, courant chaud. Mais dans tous les cas, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que même si on est dans un contexte où cette navigation commerciale commence à se développer, elle se développe sur tout ce qu'on appelle, pour, des trajets de destination. C'est-à-dire des gens qui des bateaux qui vont aller, bah, par exemple en Russie ou au Canada, et c'est encore très limité pour les trajets de transit, donc qui traversent. Vous avez ici faut un petit temps pour s'habituer. Le fond bleu, c'est, les espaces maritimes, hein, et en blanc, c'est l'espace terrestre, donc c'est inversé. Vous avez la comparaison du trafic en transit, hein, donc les bateaux qui traversent, en 2020 sur, les principaux passages. Je vous ai entouré les 2 passages qui nous intéressent, celui du nord-ouest et celui du nord-est, qui ont vu passer respectivement 5 navires pour l'un et 27 pour l'autre. Vous pouvez comparer, bah, par exemple, au détroit de Malacca qui en a vu passer 84 000. On est vraiment sur, un développement très limité, hein, en termes de transit, et qui donc, bah, il y a un potentiel, mais qui pour le moment est encore très limité. Donc faut avoir en tête, hein, on en parle, mais c'est plutôt une hypothèse qu'une réalité pour le moment. En revanche, ce qui augmente, c'est la navigation touristique. Dans cet espace-là, vous avez de plus en plus de gens, de croisiéristes, hein, qui font des croisières, en Arctique. Ici, vous avez, 3, destinations de croisiéristes: l'Arctique côté Canada, côté Groenland et sur les îles du Svalbard qui dépendent de la Norvège. Sur la période 2003-2016, vous avez, bah, l'augmentation, vous voyez l'augmentation du nombre de croisiéristes. Alors, les années où il y en a zéro, hein, que ça soit dans l'Arctique canadien ou le Svalbard, c'est pas parce qu'il y en a zéro, c'est juste parce qu'en fait les données n'étaient pas disponibles, et donc on voit qu'il y a quand même, une importance, on va dire, croissante, même si ça semble se stabiliser après, du nombre de croisiéristes. Donc on a une faible, augmentation des navires de commerce, mais une augmentation plus forte, des, navires, de tourisme qui ont, bah, des enjeux, hein, aussi également sur la région. Cette augmentation plus alors ça reste, oui, c'est ça, il faut aussi relativiser, hein, il y en a moins de croisières que dans la Méditerranée, hein, ça reste encore, minoritaire. Et si on a une augmentation qui est aussi modérée de la navigation, ça s'explique, par la variabilité, on va dire, forte de la fonte des glaces, hein, qui est inégale à la fois entre les années, mais aussi, entre les mois d'une année. Donc ça empêche une utilisation, on va dire, régulière et planifiée, mais aussi, il y a des risques. Vous avez, par exemple, une présence importante d'icebergs, et c'est dangereux, et en plus, pour éviter les accidents, faut des coques renforcées, coûteuses,
donc en fait, il y a des coûts et des contraintes logistiques importantes qui font que ce n'est pas rentable pour le moment, d'exploiter de manière massive, hein, ces routes du nord-est et du nord-ouest. Mais c'est, avec la fonte des glaces, ça peut le devenir de plus en plus. Ça, c'est le premier point, hein, c'est, les effets de fonte de la banquise et donc cet impact environnemental et sur les activités humaines. Il s'agit maintenant de voir aussi, toujours dans ce contexte de réchauffement climatique, hein, la fonte de ce qu'on appelle l'inland sea et la conséquence de la montée des eaux. Donc, on a dit la banquise, là je vous ai mis une petite comparaison banquise inland sea. La banquise, c'est la surface de glace qui est au-dessus de la mer. L'inland sea, c'est la surface de glace, mais qui est au-dessus d'une surface terrestre. Donc la banquise, vous en avez à droite un exemple et ça correspond, bah, à ce qui recouvre l'océan Arctique, hein, c'est vraiment, au-dessus de l'eau. L'inland sea, c'est aussi une surface de terre. Vous en avez un très important, par exemple, sur le Groenland, hein. C'est toute la surface toute la surface là que vous avez sur la carte qui est blanche sur le Groenland, c'est, un composé d'un inland sea, qu'on appelle aussi calotte glaciaire. Peut-être, le terme vous parle plus. Heu bah, par exemple, l'Antarctique, c'est aussi un inland sea, hein, et vous voyez, peut-être, sur la légende, cette inland sea, cette calotte glaciaire, elle peut faire plusieurs milliers de mètres d'épaisseur, hein, jusqu'à, plus de 3000 mètres d'épaisseur pour les zones les plus épaisses. Donc ça représente beaucoup, de glace, hein, beaucoup. Et faut avoir en tête aussi par rapport à la question, j'ai fait le lien avec la montée des eaux, la fonte de la banquise ne fait pas remonter le niveau de la mer. Parce qu'en fait, la glace est déjà dans l'eau. Donc, alors là, pour le coup, c'est de la physique, hein, mais globalement, la glace qui fond ne fait pas monter le niveau des eaux. Elle va faire changer le niveau de salinité, éventuellement, mais elle va pas faire monter le niveau de la mer. En revanche, l'inland sea qui est sur une surface terrestre, si ils fond et que l'eau va dans la mer, là, ça fait remonter le niveau de l'eau. Et pour vous donner l'exemple du Groenland, l'Inlantis, c'est 2,85 millions de kilomètres cubes de glace, hein, donc je vous ai dit c'est colossal et si l'intégralité de l'Atlantis du Groenland fondait, ça ferait remonter les océans de plus de 7 mètres. Je vous ai dit l'Antarctique, c'est aussi un Atlantide, mais ça remonte si l'intégralité de l'Atlantis de l'Antarctique fondait, alors c'est encore loin d'arriver, mais ça ferait monter le niveau de la mer de 57 mètres. Donc voilà, c'est beaucoup plus grand. Mais même si le Groenland, c'est plus petit, ça reste, important puisque la fonte des glaces du Groenland, en fait, elle a contribué en 2019 à 40 de la montée des eaux. Sachant que c'est une accélération très rapide, hein, puisqu'en 1993, la fonte des glaces du Groenland, ça n'a contribué qu'à 5 de la montée des eaux, 1993 et en 2014, c'était 25. Donc entre 2014 et 2019, c'est passé de 25 de contribution à la montée des eaux à 40. Donc on voit que, ça fond de manière accélérée, hein. Il y a eu vraiment une multiplication de la vitesse de fonte des glaces et une participation croissante à la remontée de l'eau, des océans. Pour faire le point sur l'augmentation du niveau des mers, bah, vous avez ici un graphique qui montre l'augmentation du niveau des mers depuis 1993. On n'est pas loin de l'augmentation d'1 mètre du niveau de la mer depuis 1993, heu, donc depuis 30 ans. Cette montée des eaux, bah, elle menace les activités humaines, hein, notamment toutes celles qui sont situées à basse altitude, à proximité des côtes. Vous avez aussi sur les enjeux plus locaux, la dislocation de l'inland sea, donc c'est, vous avez le glissement en fait de glaciers qui tombent dans la mer, et de la banquise qui conduit en fait à une augmentation du nombre d'icebergs, qui rend en fait finalement, paradoxalement, de plus en plus difficile aussi la navigation, de plus en plus dangereuse et notamment autour du Groenland. Voilà, donc vous avez des conséquences sur les activités humaines. Et troisième aspect, de l'impact majeur des changements climatiques, c'est aussi, ce qui se passe sur Terre, en fait, et on va parler de la fonte du pergélisol. Donc le pergélisol, qu'on appelle aussi, le permafrost, hein, c'est un sol qui reste gelé en permanence, mais qui affiche, hein, suite, à l'impact du réchauffement climatique, une fonte de plus en plus rapide. Vous avez, sur, la carte, les zones, hein, qui sont recouvertes de permafrost. Vous avez, par exemple, en marron foncé, heu, un permafrost, on va dire, normalement qui ne fond jamais et puis, la part
et qui recouvre la quasi-totalité des espaces et vous avez, de manière plus claire, hein, là où ça recouvre qu'une partie de l'espace. Mais comme vous pouvez le voir, ça recouvre une partie importante, notamment de la Sibérie, hein, et de la Russie de manière plus générale et du Canada. Et vous avez à droite justement, bah, les conséquences, hein, de la fonte du pergélisol, qui va en fait, conduire à l'affaissement, hein, du sol qui n'est plus gelé, qui devient mou et qui va s'affaisser. Et ça, cette fonte du pergélisol, du permafrost, ça a des conséquences environnementales fortes, notamment parce que vous avez, ce permafrost enfin, c'est un sol gelé, mais qui est composé, de végétation, hein, qui s'est, décomposée depuis des siècles et qui s'est accumulée dans des tourbières et qui a emprisonné une grande quantité de méthane, hein. Le méthane, c'est un gaz à effet de serre qui est encore plus, on va dire, qui a un effet, sur le réchauffement climatique plus important que le CO2. Et en fait, ce méthane qui a longtemps été emprisonné dans le sol gelé, il se libère de plus en plus, hein, puisque le sol dégèle et donc il peut s'échapper. Et la libération massive de méthane, bah, risque d'accélérer en fait le changement climatique, hein, et d'augmenter le réchauffement. Donc tout comme on l'a vu pour la diminution de l'albédo, là, le fait de libérer le méthane, ça peut conduire également à une augmentation en fait du réchauffement climatique, donc là, un cercle vicieux. Et en plus, on peut rajouter à ça la peur, hein, que des virus potentiellement dangereux qui auraient été, gelés, hein, et qui datent, d'époques antérieures, soient libérés. Par exemple, il y a eu la crainte par rapport au virus de l'anthrax, qui pourrait être, libéré par la fonte du pergélisol. Ça a aussi des conséquences directes sur les activités humaines, hein. Vous voyez bien que le sol s'affaisse. Ça provoque des dégâts importants sur les infrastructures, que ça soit les routes, les bâtiments, les quais, les oléoducs. Donc, il y a certains villages qui doivent être, se décaler, hein, suite à l'érosion des côtes, il y a un coût, et une difficulté à entretenir les infrastructures. Donc voilà, avec ces 3 exemples, on voit que les régions arctiques, elles subissent vraiment des profondes transformations liées au réchauffement climatique, au changement climatique, qui affectent à la fois l'accessibilité de la région, alors en bien du point de vue, des activités humaines pour la banquise, en mal pour ce qui est terrestre, mais il y a aussi un impact vraiment direct sur les populations qui vivent, hein, puisque ça transforme l'environnement quotidien, et ça peut, bah, modifier la manière de vivre. Donc ça, c'était le premier point, de contexte qui portait sur les changements climatiques. Je voulais aussi faire un petit point plus sur une approche économique, sur les ressources et qui sont réelles, hein, mais difficiles à exploiter, puisque c'est également une image qui a pu être transmise de l'Arctique comme un eldorado de ressources qu'il faut nuancer, mais qui est importante à prendre en compte dans les intérêts, on va dire, stratégiques et géopolitiques de la région. Il y a eu beaucoup, bah, d'intérêt, de spéculation, sur, la quantité, en fait, de ressources disponibles. Elles ont été longtemps très peu accessibles du fait des conditions climatiques, de l'englacement, hein, du fait que l'espace était, sous la glace et du fait que les coûts d'exploitation et d'exploration étaient très élevés. Donc ça a été assez tardif que les campagnes d'exploration pour inventarier les gisements se sont faites, hein, tardif et assez peu nombreuses. Mais progressivement, on a une vision un peu plus claire, hein, de la répartition des ressources. Vous avez ici, par exemple, les ressources, notamment en gaz et en pétrole qui apparaissent, on va dire, marron-orange, et les zones où il y a des possibilités plus ou moins fortes, de réserves, qui ne sont pas encore exploitées, qui vont être entre, le violet et le bleu. Et vous avez aussi les petits carrés, gris, c'est, les espaces où il y a une exploitation, minière, parce qu'il y a également des ressources minières. Donc vous avez à la fois des ressources en hydrocarbures, hein, gaz et pétrole, sur terre comme, sur mer, mais vous avez aussi, des ressources minières en fer, en uranium, en or, en argent, en zinc, en cuivre, enfin voilà, vous avez une diversité également de ressources minières. Ce qui, on va dire, a le plus fait parler, c'est la question des ressources en hydrocarbures, hein, dans un contexte d'utilisation massive des énergies fossiles et de on
va dire, de peur de l'épuisement de ces ressources. Les estimations qu'on utilise pour les ressources en Arctique, du point de vue, des hydrocarbures, donc de pétrole et du gaz, sont celles qui ont été réalisées par le US Geological Survey, qui évalue, et c'est une estimation, environ qu'il y a 13 des réserves de pétrole et 30 des réserves de gaz dans le monde qui restent à découvrir, qui sont en Arctique. Alors c'est des estimations possibles, environ 50 de chance pour eux, donc c'est pas des estimations probables, hein. C'est vraiment, ça a été d'ailleurs critiqué sur le fait que ça a été repris souvent par les médias comme, un chiffre fixe, alors que c'est possible et que c'est pas du tout sûr qu'il y en ait autant, heu et en fait, en réalité, c'est assez difficile à évaluer. Ce qui est certain, c'est que la majeure partie de ces réserves se trouve proche des côtes, hein, et donc dans des espaces déjà appropriés par les États, et ça a une importance comme on en parlera après. Et il y a un deuxième point qui est important, c'est que les coûts d'exploitation de ces ressources sont souvent très élevés, et c'est pour ça que, l'exploitation est limitée. Je vous ai mis un exemple d'une plateforme, offshore, donc sur mer, qui exploite du pétrole, et c'est l'occasion d'expliquer pourquoi ces coûts sont aussi élevés, pourquoi il y a quand même une exploitation limitée de ces réserves. Bah, déjà, faut prendre en compte la localisation. On est loin des principaux lieux, de consommation, donc il faut pouvoir transporter, ces hydrocarbures, hein, gaz ou pétrole. Il y a bien sûr la question du climat qui est très importante, hein, on se rend bien compte ici, qui va avoir un impact, bah, déjà sur, construire, ça demande des technologies avancées de construire des plateformes qui peuvent résister à un englacement autour, à des icebergs qui dérivent, hein, qui peuvent être dangereux. Vous avez aussi la question du froid, tout simplement. Faut pas, par exemple, que le pétrole gèle avant d'arriver, à la plateforme. Les conditions de vie sont aussi extrêmement dures, hein, pour les personnes qui travaillent sur ces plateformes pétrolières. Vous avez, voilà, toute la question, on va dire, logistique, d'installation, de transport, la question du coût, vous avez, les conditions hostiles, vous avez aussi, pour les entreprises, la question des ONG de défense, de l'environnement, hein, qui font pression pour limiter les exploitations d'hydrocarbures, en Arctique. Parce qu'en fait, les risques, bah, sont réels, et une marée noire en Arctique, ça aurait des conséquences absolument catastrophiques parce que, vu l'éloignement, des on va dire des centres, d'activité humaine, mais aussi les conditions climatiques, ce serait très difficile d'intervenir et de nettoyer et d'empêcher la propagation de la marée noire, et donc les compagnies même, pétrolières, hein, veulent éviter de ternir leur image s'il y avait une catastrophe. C'est par exemple le PDG de Total en 2012 qui déclare qu'il renonce à l'exploitation pétrolière en Arctique, pour éviter une catastrophe potentielle. Mais il renonce pas à l'exploitation du gaz, hein, Total exploite du gaz, en Arctique. Après, malgré toutes ces contraintes, hein, qui font que pour le moment c'est limité, la raréfaction des eaux de gisement, l'augmentation du prix, ça peut conduire à rendre rentables des gisements qui l'étaient pas encore, hein, donc ça peut changer, bien sûr. Et puis dernier petit point sur les réserves, c'est les réserves halieutiques, donc c'est-à-dire les zones de pêche, hein, là où vous avez une forte concentration de poissons. Bah, l'Arctique, elle possède, hein, d'importantes réserves halieutiques, que ça soit, de la morue, du flétan, du saumon et d'autres. Notamment la mer de Barents, hein, au nord de la Norvège, est particulièrement poissonneuse et très exploitée. Et donc on est dans une situation où on envisage, hein, une augmentation importante de la pêche en Arctique, notamment en plus avec, j'en ai parlé avec le réchauffement climatique, la migration des poissons vers le nord, et donc un risque de surpêche, hein, comme on en a déjà vu sur, la pêche à la morue dans la mer du Labrador. Donc voilà, des réserves halieutiques qui sont également menacées. Et voilà, je vais m'arrêter là, pour, cette vidéo, hein. On a fait la partie, on va dire, contextualisation qui permet de comprendre un petit peu les enjeux, et on verra ensuite la question des revendications territoriales dans la suite. Je vous souhaite une bonne journée.